commencer par se présenter. Et puis on va vous laisser aussi vous présenter très rapidement qui vous êtes de structure, histoire que les interactions ne soient pas que verticales, mais que vous puissiez éventuellement aussi échanger entre vous si vous entendez. Merci en tout cas à tous pour votre présence. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous ensemble aujourd'hui. François, tout va bien? Yes, donc moi je suis François Leroy, je dirige la société Angoulis, qui est une société de services dans le nord vendée à Montaigu. C'est une société que j'ai co-créée en 2008, dont je suis dirigeant depuis 3 ans. Nos cœurs de métier sont, pour aller très vite, nos 4 cœurs de métier sont du cloud, de l'hébergement, du bureau virtuel, de l'infrastructure, du stockage, des serveurs du système et des réseaux, et puis du poste de travail avec la sécurité associée. Et une fois qu'on a dit ça, je te passe la main. Merci. Donc Thomas Séberger, comme c'est écrit. Je suis responsable du pôle gouvernance, risque et conformité cyber chez Digitenis. Digitenis, je ne sais pas si vous connaissez. Certains doivent bien connaître, puisque vous êtes clients chez nous. Donc c'est un cabinet de conseil en cybersécurité. On porte des expertises à la fois organisationnelles et fonctionnelles sur des sujets dont nous allons discuter ce matin sur la gestion des risques, et puis également sur des sujets techniques. On réalise des tests d'intrusion internes et externes, des tests d'intrusion physique également pour tester l'accès à la sécurité de vos locaux. On propose également une solution logicielle qui vise à accompagner votre conformité cyber, à suivre la sécurité de vos prestataires par exemple, qui s'appelle Make It Safe. Voilà. Et donc personnellement, moi je travaille depuis une douzaine d'années. À la base, je suis auditeur interne, donc je ne suis pas spécialisé en cybersécurité, je suis pas ingénieur, et j'ai évolué sur les sujets de cybersécurité depuis 6-7 ans. Par appétence, par goût, je me suis auto-formé. Et j'ai beaucoup de plaisir, parce que c'est un sujet d'actualité qui impacte tout le monde. Voilà. Et je suis certifié ISO 27001 Auditor, qui est une norme standard international de la sécurité de l'information. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Okay. Voilà. Sur le format de l'atelier, donc on va y venir, on va présenter une slide. On va en profiter de ne pas être beaucoup pour réaliser un atelier participatif. On l'avait prévu et ça tombe bien. On a tout le cadre qui s'y prête, on a une salle sympa, on a un bel écran. On va essayer de faire en sorte qu'il y ait un maximum d'interaction. On est vendredi matin à 9h, donc on peut parler tout seul pendant 1h30. Donc voilà, on va tous travailler. On va vous demander de vous connecter lors de l'atelier à un outil qui s'appelle Klaxoon. C'est un outil sur lequel vous allez pouvoir envoyer des réponses de façon anonyme. Voilà, on ne vous demande pas vos noms, on ne vous demande pas vos prénoms et compagnie, on ne demande pas vos sociétés, c'est complètement anonyme. Le but, ça va être de participer à des sondages, participer à des questions, que vous nous remontiez un petit peu vos éléments, et que sur la base des éléments que vous nous remontiez, on puisse interagir et puis proposer des solutions. Il y aura des QR codes quand ce sera arrivé. On vous affichera des QR codes à l'écran, donc vous pourrez vous connecter directement sur la question. Donc voilà, on vous invitera à flasher le QR code, vérifier si vous avez une connexion internet. Au besoin, le Crédit Agricole nous a mis à disposition des accès Wi-Fi également. On fera ça ensemble lorsque ce sera le cas. Tout le monde a un accès, vous nous confirmez, tout le monde a un accès à internet sur son smartphone là, soit qu'on puisse tous vous faire voter. Ouais, très bien, super, ce sera suffisant. On fera intervenir à 3 étapes sur l'atelier principal. Après, c'est interactif, n'hésitez pas à nous arrêter de poser toutes questions en cours, hein, bien sûr. Il y aura 3 grandes étapes où on s'arrêtera un peu, où on fera travailler entre guillemets. Ce sera sur une identification de vos risques, première étape. Deuxième étape, ça sera sur les vecteurs d'attaque potentiels sur votre organisation. Et enfin, ça sera un peu sur le plan d'action, les bonnes pratiques à mettre en œuvre. Voilà, donc il y aura 3 grands moments où on vous fera intervenir. Avant de passer, je vais commencer par une question, avant de passer au prochain slide. Selon vous, qu'est-ce qu'un risque en sécurité de l'information? Comment est-ce que vous le qualifiez? Comment est-ce que vous le définissez? Quelle est votre vision? Ouais, je prends un flot. C'est un danger létal. Danger létal, ok. Pour l'entreprise, ah oui, un membre de l'entreprise. Pour la pérennité de l'entreprise. Pour la pérennité de l'entreprise. Et après, pour le salarié qui éventuellement clique sur le bouton qu'il ne faut pas et qui met en jeu la pérennité de l'entreprise, c'est un risque moral qui peut pousser très loin aussi. Tout à fait. D'autres commentaires?
Parce que il y a plusieurs parties. Il y a des risques plutôt cyber, qui ont par exemple un activiste ou une cyberguerre, quelque chose comme ça. Il y a aussi des risques plutôt physiques, où on va avoir, je sais pas, un incendie. Ouais, je me perds dans les mots, mais il y a des risques internes à l'entreprise, des risques externes. Et ça peut venir de tout. Et tout ça, ce sont des risques. Voilà, et tout ça, ce sont des risques. Ouais. Financier, différentes catégories de risques. Très bien. C'est une notion d'impact, c'est très bien, mais on va y revenir. Merci. Ok. On peut parler. Ce qu'on va présenter aujourd'hui, non, mais je pense que c'était le but d'avoir un petit peu votre vision. Donc, on va présenter le risque cyber, ce que c'est concrètement, ce que ça veut dire, comment on le définit, comment on l'aborde quand on va avoir une démarche de management de vos risques. Ensuite, les risques pour votre entreprise, votre organisation. L'état de la menace aujourd'hui, petite sensibilisation par rapport aux attentes également, de pouvoir vous donner un peu la menace aujourd'hui, qui peut vous attaquer. Les vulnérabilités sur votre SI, de réfléchir avec vous, de vous sensibiliser à ce qu'on pourrait mettre en place et ce qu'il faut, ce contre quoi il faut lutter pour que les risques ne se présentent pas sur votre organisation. Un plan d'action global et puis un rappel des bonnes pratiques à mettre en œuvre sur votre système d'information. On va commencer par la présentation du risque cyber. En premier lieu, un petit peu de théorie, ça fait jamais de mal de se recentrer, de positionner le discours, de bien avoir en tête ce sur quoi on va parler, échanger. Dans notre métier, dans l'audit, dans le conseil, on aime bien se baser sur des standards, des normes internationales. Et en l'occurrence, l'ISO 27005, 2022. Le 2.2022, c'est simplement l'année de diffusion et d'adoption du standard. La 27005 vient d'être mise à jour, donc voilà, c'est une chance. On a un standard international tout frais, tout beau, tout propre. La dernière version datée de 2016. Et la définition qui est apportée par ce standard international, c'est, je vais vous la lire, le risque de sécurité de l'information peut être associé à la possibilité que les menaces exploitent des vulnérabilités d'un bien informationnel ou d'un groupe de biens informationnels et portent ainsi un préjudice à un organisme. Par rapport au plan que je vous ai présenté, il n'y a pas trop de surprises, on va retrouver des mots-clés dans cette phrase. On va avoir le mot menace. Ensuite, on va avoir les vulnérabilités. On va avoir les biens informationnels et le préjudice. C'est les quatre grandes briques qu'il faut ressortir de cette définition et de se garder ça en tête. C'est super important. La menace, ça va être, comme vous l'avez indiqué, un incendie, un groupe d'attaquants, des pirates qui soient en France, en Chine ou aux États-Unis. Les vulnérabilités sur votre SI, pour donner un exemple, ça va être un accès VPN non sécurisé. Le bien informationnel, ça va être votre production basée au Mexique, par exemple, et tous les biens qui permettent de réaliser cette production. Et le préjudice, ça va être l'arrêt de production. Voilà. Donc, pour donner des exemples concrets. Mais si vous devez retenir les définitions, retenez ces 4 mots et normalement ça va vous donner le cheminement. Menace, vulnérabilité, bien informationnel ou actif. Donc, voilà. Menace, vulnérabilité, actif, préjudice ou impact. En d'autres termes, danger, risque létal, comme vous l'avez évoqué, inconvénient plus ou moins probable auquel on est exposé et qui porte un préjudice à une organisation. Donc voilà, le préjudice, il peut aller de 0 jusqu'à l'infini. Et le risque est inhérent à toute activité humaine. Alors, on parle d'informatique, on est en cybersécurité, blablabla, et finalement, ça reste que de l'humain. C'est l'humain qui a fondé l'informatique, c'est l'humain qui l'a mis en place, c'est nous qui décidons de ce qu'on veut faire en informatique. Et donc, cette activité humaine, elle importe des risques, c'est inhérent à tout. Quand on traverse la rue, il y a un risque, quand on est en voiture, il y a un risque, quand on fait de l'informatique, il y a un risque. Et il ne faut pas l'oublier. C'est pas parce que c'est des données, c'est derrière un serveur caché dans un cloud qu'on n'est pas dépendant de ce risque et que c'est pas nous qui devons porter ce risque. Et c'est pas parce qu'on est confort dans notre entreprise qu'on n'est pas dans le risque quand même. Exactement. Est-ce que c'est clair sur la définition? Est-ce que vous
vous avez des questions particulières? On continue. Pourquoi avoir cette approche par les risques qui est souvent ressassée lors d'audits, demandée par des comités de direction, par exemple? Souvent, on va s'interroger quels sont les risques, on va entendre au niveau stratégique, on va répondre à tel risque. Dans les grandes études, on parle de risque. Pourquoi avoir cet objectif d'identification des risques? Quand on parle de stratégie, de réflexion en amont, le but c'est de déterminer les événements susceptibles de se produire, causant une perte potentielle et permettant de les anticiper et d'améliorer sa capacité de réaction. Donc quand on parle de stratégie, quand on se place dans un comité de direction, le but de tout ça, de cette approche par les risques, c'est bien d'anticiper ce qui se passera à l'avenir et de le prévenir. Voilà. De ne pas se positionner, comme tu l'as indiqué, dans cette situation de confort. On se dit voilà, aujourd'hui c'est bien, mon SI est bien en place, mes actifs informationnels, j'y ai accès, c'est bon, on ne fait rien. Non, l'étape d'après, c'est de se positionner, d'anticiper ce qui peut se passer en prenant en compte l'ensemble de l'environnement. À la fois nous-mêmes dans notre environnement, bien évidemment, mais tous les acteurs externes qui gravitent autour de nous aussi. Les prestataires, les sous-traitants, l'État, les normes qu'on peut nous mettre en place, la menace informatique, ce qui gravite tout autour. Donc l'environnement est extrêmement large et c'est bien dans le cadre de cet environnement qu'on va chercher à identifier quels sont les risques qui peuvent venir sur cette information. Un autre enjeu majeur, c'est de responsabiliser les propriétaires des actifs. Là de même, aujourd'hui, de plus en plus, on va avoir tendance à ouvrir des nouvelles applications, à ouvrir des nouveaux services pour nos clients de façon tout à fait rapide, à mettre en place des solutions pour trouver une plus-value, pour être plus rapide dans nos métiers. Et les propriétaires des actifs, les personnes qui mettent en place ces services, ne sont pas toujours sensibilisés au fait que ça peut apporter de nouveaux risques sur les systèmes d'information, que ça peut menacer le fait d'ouvrir un nouveau site web, que ça peut menacer l'ensemble de la société, de l'entreprise. Les gens n'y sont pas sensibilisés parce qu'ils ne perçoivent pas le risque d'ouvrir par exemple un nouveau site web hébergé sur un système d'information ou non pour la production de matériel au Mexique par exemple. Et pourtant, c'est le cas, c'est ce qui se produit dans les attaques. Donc le but de cette approche par les risques, c'est bien de sensibiliser et de faire en sorte que l'ensemble des interlocuteurs dans votre organisation soient aware, pour reprendre un terme célèbre, mais soient au fait de ce risque. Puis je prends le dernier point, je mets ma casquette de dirigeant, mais j'ai aussi des casquettes de responsable de service. À un moment donné, on n'est pas en ressources illimitées. On fonctionne dans un contexte économique où on a des ressources financières limitées, des ressources de temps limitées. Donc qu'est-ce qu'on va faire de ces ressources financières? L'objectif, c'est de les diriger aussi aux endroits où on va en avoir le plus de bénéfices, ou aux endroits où on va fermer les risques les plus importants. Donc c'est sûr que si vous étiez budget limité, vous prenez tous vos risques et puis vous les traitez tous de manière itérative. Comme on n'est pas budget limité, l'objectif c'est quand même d'aller mettre en face des risques les plus élevés des ressources financières qui vont bien. Donc l'analyse de risque, elle permet justement d'identifier les risques les plus importants pour la vie de l'entreprise, et pas que, mais d'épiler les risques par ordre d'importance et donc d'aller négocier les budgets avec la direction ou avec nos clients pour aller diriger ces flux aux bons endroits. Efficience de l'utilisation du flux. Efficience, pragmatisme, c'est en effet les bons mots à retenir pour pousser une approche par les risques dans notre organisation. Et des fois, on peut aussi mettre en avant et mettre en lumière que les dépenses ne sont pas suffisantes pour couvrir les risques qui pourraient être élevés. Donc ça, c'est aussi le travail, Sophie en parlait tout à l'heure, mais c'est aussi le travail de nos forces commerciales, mais le mot que tu employais, c'était d'acculturer, c'était de sensibiliser. C'est aussi le travail de la sensibilisation, c'est que si je n'ai pas de budget informatique sur la sécurité, je ne me protège pas du tout. Comment on fait pour encourager nos dirigeants ou nos responsables informatiques à engager des dépenses sur ces sujets-là. Hop là, teasing. Alors, on va revenir rapidement sur 3 critères d'évaluation du risque en sécurité informatique qui sont retrouvés partout, et c'est une approche
voilà, que je peux vous inviter à adopter dans le cadre de vos activités, c'est toujours de se positionner sur les besoins de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité de vos actifs. Que ce soit, alors bien sûr pour vos actifs informatiques, mais pas seulement, on parle de cybersécurité, mais la sécurité informatique, ça sert à l'ensemble de la société, à l'ensemble de notre organisation. Et quand on va parler de confidentialité, d'intégrité, de disponibilité, on parle là bien de vos actifs essentiels, de vos processus essentiels dans la société. Je reprends toujours l'exemple d'une chaîne de production. L'enjeu va être de se positionner, de savoir quel est votre besoin en termes de disponibilité de votre chaîne de production. De savoir, est-ce que vous pouvez vous permettre que votre chaîne de production s'arrête pendant une semaine? Est-ce que c'est possible pour vous? Donc, ça c'est un exemple, la propriété qu'une information soit accessible et utilisable au moment voulu par une entité autorisée. Et donc que l'information soit utilisable. Si une machine pour produire n'a pas l'information, ben, elle n'est plus disponible. La confidentialité, pour reprendre le premier, est-ce que vous pouvez accepter que vos concurrents aient accès à l'ensemble de votre portefeuille client? Voilà, par exemple. Ou que vos concurrents aient accès à l'ensemble de votre bilan, par exemple, comptable, de votre compte de résultats et toutes les informations sur votre pricing, par exemple. Bon. Et l'intégrité, enfin, c'est la propriété de sauvegarder l'exactitude et la complétude des actifs, de se poser la question, là, si, lorsque vous prenez une décision, est-ce que vous basez sur des données qui sont intègres? Est-ce qu'elles sont correctes? Quand vous faites une déclaration fiscale aux impôts, est-ce que vous basez sur des données correctes? Ou est-ce que vous prenez le risque d'avoir une amende par la suite, par exemple? Est-ce que quand vous envoyez un bon de commande, vous vous assurez que, pour reprendre l'exemple d'un film célèbre, est-ce que vous assurez que les dimensions sur votre bon de commande sont les bonnes? Est-ce que cette donnée est intègre? Ou est-ce que vous envoyez une commande avec des tailles en mètres au lieu de centimètres? Voilà. Bon. Donc ces critères d'évaluation, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, à l'esprit, dans tous vos process, lorsque vous déployez un outil pour un métier, par exemple, quand le métier vient vous voir, vous demande « oui, je voudrais mettre ça en place », il faut l'interroger sur ces sujets et lui demander finalement quel est le besoin. Et si vous répond on a des besoins élevés, par exemple en disponibilité, si il vous dit moi j'ai besoin que mon application elle soit disponible tout le temps, parce que si elle tombe une minute et que quelqu'un veut y accéder et il n'y a pas accès, que la société coule, on va lui dire d'accord, il faut mettre des besoins et des mesures de sécurité très importantes pour la protéger, pour protéger cet actif. Donc c'est une démarche que vous pouvez déployer de façon assez large dans plusieurs processus, dans plusieurs démarches, que ce soit avec des sous-traitants, quand vous voulez contractualiser quelqu'un, de même, demandez-lui quels sont les critères que vous pouvez assurer en termes de confidentialité, d'intégrité, de disponibilité. Si le sous-traitant, vous n'en avez jamais besoin, il vous dit moi j'ai aucune mesure de sécurité qui assure ma disponibilité, pas de souci. Si le sous-traitant, vous en avez besoin tous les jours, et qu'il vous dit j'ai aucun critère qui assure la disponibilité, il y a un problème. Donc voilà, c'est vraiment l'idée, et je reviens sur le discours de François, de mettre en place le bon niveau de mesure par rapport au niveau de risque que vous évaluez. Donc si vous regardez un peu l'actualité, la manière dont nos cyberattaquants s'occupent de nos entreprises, c'est vraiment sur ces trois verticales-là qui vont venir. La disponibilité, si j'ai chiffré complètement le système d'information, la donnée n'est pas disponible, j'impacte la capacité à produire. L'intégrité, si j'ai chiffré la prod et les sauvegardes, on ne peut pas restaurer, on n'a plus accès à la donnée, je mets la société en difficulté. Et ce qui n'était pas le cas au départ, il y a 5-6 ans, quand les premiers cryptovirus sont arrivés, on n'avait pas cet aspect qui est associé à la confidentialité qui maintenant arrive. C'est l'extraction de données pour pouvoir rémunérer mieux la rançon. Parce que si le client, en tout cas si votre entreprise elle est capable de restaurer, quelque part elle va perdre un peu de disponibilité, mais elle va pouvoir restaurer. Et si vous restaurez mais que vos données sont tellement confidentielles et qu'elles ont été extraites, vous allez avoir envie de payer quand même pour pouvoir conserver la confidentialité de ces informations. C'est aussi ça que nos chers cyberattaquants travaillent. Quand tu dis extrait, c'est-à-dire sur un dark web où ça envoie des infos. T'as vu Thales là, Thales il y a 10 jours là, en fait, je ne sais pas s'il y a de la perte de production d'ailleurs chez Thales. Ils ont coupé ou pas? On ne sait pas, ils n'ont pas communiqué dessus. Par contre, les cyberattaquants, ils ont dit si on n'a pas la rançon tel jour,
on met à disposition de la donnée qui est potentiellement secret défense. Mais c'est le problème des hôpitaux aussi. C'est le problème des hôpitaux, en plus pour des raisons légales, Ouais. des raisons de légalité de la donnée de la santé des clients. Tout à fait. J'ai eu le cas hier, c'est marrant, j'ai eu le cas hier chez un client en rendez-vous sur Nantes. Il rentre dans un RSI il se fait embaucher au mois de septembre. En octobre, la boîte se fait pirater. Oui. Donc au bout d'un mois, il est pris au dépourvu. Oui. Et ils ont piraté, donc ils ont crypté tous les serveurs. 25 000 fichiers, ils ont réussi à récupérer les serveurs avec les sauvegardes. 25 000 fichiers, ils se sont rendus compte qu'ils étaient partis. Et quelqu'un justement de l'entreprise a réussi à aller sur le dark web pour aller voir ce qui s'était passé. Effectivement, les 25 000 fichiers étaient bien partis. Ils étaient bien partis. Ils avaient prévenu, donc c'était pas du bluff. C'était pas du bluff. Ouais. Et derrière, ils ont réclamé 20 millions autant que le chiffre d'affaires de l'entreprise. Ouais. Et C'est un peu on brillant. recommencera si. Voilà. Donc c'est pas du bluff, ils vont au bout de leur Ah, mais aujourd'hui, c'est l'extraction de données dans les cyberattaques. On n'est plus dans le cas d'un cryptovirus, on est dans le cas d'une cyberattaque qui finit par chiffrer les données. Ouais. Il faut savoir que les attaques, une fois qu'on s'en rend compte, bien évidemment, il est bien souvent trop tard. Et bien souvent, elles ont été préparées et l'attaque a commencé bien en amont du moment où vous en rendez compte. Ils se sont rendus compte qu'il y avait eu un agent qui était installé depuis quelques mois Bien sûr. qui regardait tout ce qui se passait sur le réseau. Exactement. Il y a une statistique, alors elle date d'il y a quelques années, mais c'est environ 250 jours le délai entre le début de l'attaque et le moment où on vous chiffre tout et vous vous en rendez compte. Alors ce délai tend à diminuer un peu parce que les attaquants sont finalement de plus en plus rapides. Avant ils avaient besoin de 250 jours pour découvrir une information, pour extraire des informations, voilà. Faire des déplacements latérales, se mettre à l'aise, récupérer des accès tout le temps. Exactement. Et puis maintenant ils sont de plus en plus rapides, en fait ils ont les outils de plus en plus industrialisés. Et puis ça prend encore moins de temps par rapport à avant. On en sourit, hein. On est là aussi pour se détendre. Ouais. On fait peur, mais On a mais un faut rester client détendu. qui n'était pas un client d'ailleurs, on est en lycée Expert Cyber, et par Expert Cyber en fait on a récupéré une demande d'aide d'une société sur cybermalveillance.gouv.fr. On est allé, c'était du côté de Niort, et sur la partie forensique, quand les experts ont regardé ce qui s'était passé sur le réseau avant la cyberattaque, en fait ils ont récupéré des scripts d'automatisation d'attaque, et en fait il y avait plein de noms d'autres entreprises qui devaient être cyberattaquées en même temps. Donc, les pirates, ils étaient en même temps en train sur le réseau de ce client-là, en train de travailler pour chiffrer, en tout cas pour cyberattaquer, et il y avait d'autres noms de sociétés qui devaient être impactés en même temps. Puis les codes d'attaque, en fait, ils se les passaient. Donc voilà, c'est vraiment, ça industrialise le processus, il est quand même de plus en plus musclé. Voilà, je pense que vous avez des questions. Et ce genre d'attaque, le lieu d'origine, ça a été découvert ou c'est pas... Non, alors, bien souvent, le lieu d'origine, on ne le connaît pas. C'est difficile à le découvrir. Le moyen pour le découvrir, c'est via les techniques d'attaque. En fait, comme une équipe de foot, je fais un parallèle rapide avec la Coupe du Monde, une équipe de foot va se structurer en 4-4-2 ou en 4-2-4. Voilà, ils ont une méthode. Et on va reconnaître via les méthodes, via l'organisation de l'attaque, quel groupe peut être derrière. Voilà. Mais bon, c'est une ingénierie cyber, de reconnaître finalement un groupe qui a fait telle manipulation système d'information, on sait que c'est les Russes, on sait que c'est les Chinois, on sait que c'est les Français. Voilà. Donc c'est via ce. Mais sinon, de façon, en termes de traces, tout est dissimulé, vous êtes dans l'incapacité totale de savoir qui vous attaque. Et comme le disait François, on se rend parfois compte d'attaques chez un client sur d'autres cibles, parce que ils utilisent le réseau d'autres clients pour attaquer les cibles. Donc finalement, on pourrait très bien se dire que l'attaquant, c'est une autre société en France. Mais en fait, pas du tout, parce que c'est juste que les attaquants utilisent le réseau d'autres sociétés en France pour rebondir. Voilà. Donc en termes de traces, après, tout est caché. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allez, on continue. Un risque en sécurité de l'information, globalement, c'est la combinaison de la vraisemblance et des impacts, des conséquences possibles sur la société. Donc pour le mesurer, voilà, ça va être une matrice qui va être utilisée, vraisemblance fois conséquence égale le risque. C'est relativement simple, pragmatique, pratique. La matrice parle d'elle-même. Voilà. Les risques auxquels on va chercher à se prémunir, sur lesquels on va mettre en place des mesures pour réduire le risque. Voilà, c'est ce qui est rouge, ce qui ressort à l'œil. Les flux financiers,
l'invest là-dessus. Là où il y a plus d'impact, là où il y a plus de vraisemblance que ça arrive. Si on vous dit, forcément dans le mois qui arrive, on va vous attaquer votre système d'information financier, vous pouvez plus faire de virement, bah là vous dites, vous pouvez pas rester les bras croisés, faut faire quelque chose. Bon, si on vous dit à l'inverse, et je vais aller dans le verre aussi, si on vous dit, on vous casse votre site du comité d'entreprise, il y a un compte du comité d'entreprise, c'est très bien, mais bon, si vos employés ne peuvent pas acheter des places pour la Disney à Noël et que ça arrivera peut-être une fois dans 3 ans, bon, bah, c'est pas l'urgence, c'est pas la priorité. Donc voilà, on revient toujours pragmatisme, efficience. Et les impacts, vous l'avez très bien cité en préambule dans les premières questions. Les impacts peuvent être d'ordre humain, opérationnel, financier, d'image, réglementaire, 3 petits points. Voilà, on peut imaginer tout type d'impact, allant bien évidemment jusqu'au plus critique, à mon sens, et vous l'avez bien cité, le risque humain. On revient toujours sur l'humain, mais il peut y avoir des drames liés à la cybersécurité, voilà, des personnes moralement qui n'assument pas certaines manipulations, certaines actions, et voilà, d'arriver de penser au pire. Il peut y avoir aussi, même dans ce qui est hôpital, le fait que si une information ne soit pas à disposition, peut engager des problématiques d'opération, et donc des vrais enjeux de santé. Il y a eu un cas aux États-Unis il y a, je dirais, 4 ans, qui était un site internet qui mettait en relation des hommes et des femmes mariés, donc adultère. Et le site s'est fait pirater avec divulgation des données, et il y a un homme qui s'est suicidé de ça. Donc derrière, il y a le risque humain. L'exemple est assez amusant parce enfin amusant, excusez-moi, mais l'exemple est assez opportun parce que le risque cyber sur cette partie-là, on n'est pas censé imaginer que ça puisse arriver au suicide de quelqu'un. Et pourtant, la mécanique, c'est bien celle qui s'est passée. On a aussi tous les cas par rapport à la Pardon ? Les divorces, ainsi de suite, dans ce Ouais, et puis on ne sait pas comment effectivement les gens vont réagir. On a tous les cas liés à la production industrielle, notamment dans l'agroalimentaire. Voilà, si dans la production, la configuration des machines sont modifiées, les recettes sont modifiées, ça peut avoir également des impacts majeurs au niveau agroalimentaire. On a beaucoup de cas dans la région potentiellement. Et puis le cadre réglementaire aussi, je vais en parler rapidement, c'est pas la cible aujourd'hui, mais quand même porter à connaissance que l'évolution réglementaire est très active sur le sujet de la cybersécurité. Toutes les organisations sont engagées à ce que vous proposiez des services conformes à tous les types de réglementation. Vous connaissez certainement le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, qui peut vous sanctionner si vous mettez en place des services qui ne sont pas conformes à la protection des données à caractère personnel. Alors on a ces sujets-là, mais on a également plein d'autres sujets réglementaires qui encadrent tout ça et qui peuvent vous apporter des pénalités, des sanctions majeures si vous ne vous conformez pas à la sécurité de l'information. Dans RGPD, il y a de la protection des données, effectivement, qui est aussi une manière de répondre à des risques sur ces données. Bon, face à tout ça, les solutions. Parce que bon, c'est bien beau de dresser le tableau noir, de dire tout va mal, attention, faites gaffe à votre système d'information. Le but, c'est également de prendre une décision, d'avancer, d'être conscient de l'environnement dans lequel on navigue, et ensuite de prendre les bonnes décisions. Face à un risque, selon toujours le référentiel ISO 27005, vous avez 4 stratégies qui sont listées là. 1. La prise de risque. Vous dites c'est pas très grave, je m'en remettrai si le risque arrive, je prends le risque, ça arrive. 2. La réduction du risque. Le risque est important, je suis pas sûr que je puisse m'en remettre, si ça arrive, je vais faire en sorte de le réduire. Je vais mettre en place des mesures pour faire en sorte qu'il n'arrive pas. Baisser sa vraisemblance au maximum ou limiter ses impacts. 3. Je vais partager ou transférer le risque. C'est par exemple ce que vous pouvez faire en souscrivant à une assurance cyber. Bon, il y a le cas qui ressort beaucoup aujourd'hui, les avis sont assez mitigés dessus, mais ça peut être un partage du risque, par exemple pour une assurance cyber. Le risque arrive, votre système d'information est down, n'est plus opérationnel, vous allez prendre une assurance pour partager le risque avec eux. Si ça arrive, l'assurance va compenser financièrement, par exemple. Ou travailler avec des prestataires, partager un peu ce risque, et puis travailler avec des prestataires pour
répartir un peu la surface d'attaque et partager le risque. Et puis enfin, le refus du risque. Ça peut être une méthode, vous refusez le risque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que globalement, vous arrêtez l'activité qui est liée au risque. Voilà. Si vous n'êtes pas prêt à prendre un risque en termes d'activité métier, en termes d'activité business, ça veut par exemple dire vous arrêtez votre production au Mexique. Il faut prendre l'exemple encore, ce qui est un peu marquant. Mais si vous dites qu'il y a un risque majeur en sécurité de l'information parce que sur les accès à mon usine au Mexique, ils ne sont pas sécurisés, il y a trop de risques par rapport à l'environnement local, c'est de dire on délocalise, on refuse de prendre ce risque-là et on va mettre nos activités ailleurs. Voilà, on refuse le risque. Ou on arrête complètement. C'est un peu extrême. Mais bon, ça peut se présenter. Hein. On a des sociétés, des grands comptes globaux qui parfois décident d'arrêter une activité, un pan global de l'activité. Alors ça peut être lié par rapport à des enjeux économiques, mais également par rapport à des risques aussi. Et des enjeux d'image. Hein. Des enjeux d'image. Les gens qui ont arrêté de bosser en Russie, leurs enjeux, c'était le risque, c'était leur image. Et les aspects économiques qui étaient derrière. Mais ça arrive de stopper de l'activité. Petite matrice encore d'aide à la décision sur le même modèle que l'autre. Donc voilà, facile, il y a une matrice qui répond à plusieurs enjeux et puis qui apporte plusieurs réponses. Niveau de risque et difficulté opérationnelle, avec ces 4 stratégies de traitement du risque, selon le niveau et la difficulté opérationnelle. Si quelque chose est très compliqué à mettre en place et que ça répond à un niveau de risque majeur, vous allez demander un arbitrage de la direction. Vous allez demander à votre direction de réduire ce risque. On est dans cette situation-là, on est dans le rouge. Voilà, on a besoin avec la direction d'aller leur demander on a un risque majeur, mais c'est super compliqué à mettre en œuvre. Comment on va faire? C'est-à-dire que ça va coûter cher. En fait. Ça va coûter cher, il nous faut beaucoup de mesures. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on y aille? Voilà. A contrario, si sur le même niveau de risque, on a une difficulté opérationnelle plus simple de mise en œuvre, de réponse à ce risque, il n'y a pas de question à se poser. C'est facile à faire, on va réduire un risque majeur, on y va, on est dans l'action immédiate dans le bleu. Et ensuite, pour tous les sujets, on a des niveaux de risque plus faibles. Si c'est très compliqué à mettre en œuvre dans le vert, par exemple, c'est très compliqué à mettre en œuvre sur un risque faible, on va accepter le risque. On va se dire, on va pas monter Fort Knox pour quelque chose qui représente peu de risques. Et dans le gris, on est un peu entre les deux également, où on peut programmer la mise en œuvre, mais c'est pas urgent. On peut le faire un peu plus tard. Et programmer la mise en œuvre, c'est facile à faire, mais c'est pas urgent. Bon, voilà. Ça peut être fait quand on a du temps. Bon, est-ce que c'est clair pour Qu'est-ce que vous? vous appelez niveau de risque? Parce que en fait, le risque, il est à peu près, maintenant apparemment, il est à peu près partout. Oui. Est-ce que c'est le coût que ça peut engendrer ou est-ce que c'est vraiment la vulnérabilité qu'on pourrait avoir? C'est exactement ça. Vraisemblance, occurrence. Ok. Ah, C'est notre croisement, le niveau de risque. Alors, bien souvent, on met des scorings. Non, mais c'est une bonne question. On met des scorings de 1 à 4 en général. On prend toujours une échelle à 4, un pair, pair, une échelle paire, en sorte que votre risque ne soit pas positionné toujours au milieu. Si vous prenez un 5, on le voit quand on fait les analyses de risque, globalement les gens vont mettre beaucoup de 3, toujours au milieu, et finalement on ne se positionne pas. Donc voilà, petit conseil, mettez une échelle paire pour avoir entre 1 et 4, finalement vous avez toujours une tendance important ou pas important. Et donc généralement le niveau, on va faire 1 à 4, et donc ici on va faire 4 x 4, 16, ou ici 2 par 2, 4, voilà. Et donc ça va vous donner votre niveau de risque. Donc on peut classer là selon ce type de matrice le niveau de risque de 1 à 16 par exemple. Et on est bien d'accord aussi pour dire que le risque il va dépendre de chacune de vos activités et pris sur l'état dans votre activité de vos systèmes d'information, de vos applications, etc. Donc ce qu'on dit là très général, mais l'analyse du risque doit être réalisée de manière particulière pour chacun d'entre vous sur chacun de vos métiers. Et vous n'aurez pas les mêmes résultats. Très bon point. C'est en effet un même service utilisé en 2 organisations différentes va avoir un impact potentiellement tout à fait différent. Oui. Et même à l'intérieur d'une même entreprise, on peut avoir une analyse du risque qui est différente.
Des questions encore sur la notion de risque? On a fini sur la partie un peu théorique. Voilà. Donc là, on est, pour resituer, on a eu l'objectif de partir des risques pour essayer de concentrer votre vision sur ce qui est important pour vous, pour votre entreprise. Parce que, comme vous venez de le dire, en fait, si on regarde la liste des risques disponibles, on peut cocher toutes les cases. Voilà, vous avez tous un risque, messagerie, utilisateur, phishing, enfin, on pourrait tous dépiler la liste et cocher toutes les cases. Donc là, l'idée, c'est de vous faire plutôt aborder ce sujet par c'est quoi vos risques réels ou vos risques les plus importants. Vous essayez de faire le focus dessus. C'est bien là-dessus que le plan d'action doit porter en priorité. Donc, à vos smartphones, vous pouvez scanner si vous avez un smartphone qui a la fonctionnalité, vous pouvez scanner le QR code, il va vous emmener directement sur la question. C'est un nuage de mots. D'accord. Donc là, la question c'est quels sont les risques cyber identifiés pour votre entreprise. Vous avez un nuage de mots, vous pouvez répondre plusieurs fois. Je crois qu'il faut mettre un nickname, il faut mettre quand même une adresse mail. Vous pouvez mettre, voilà. Ouais, vous pouvez mettre votre adresse mail, c'est avec celle que vous avez utilisée pour vous inscrire. Et puis ensuite, vous engagez un nuage de mots, où il y a plusieurs réponses, et à la fin, on affiche les mots que vous aurez mis. Et si vous êtes plusieurs à avoir mis les mêmes risques, ils apparaîtront plus gros dans le nuage de mots. Ne mettez pas dans ce que vous saisissez d'informations confidentielles ou On permettant affiche après. d'identifier. Oui. Ça va être affiché ensuite. Donc, Tu fais bien de le préciser. ne mentionnez pas votre organisation ou votre nom. On ne saura pas qui a mis quoi, mais oui, s'il y a le nom de l'entreprise, on saura. Voilà, on parle vraiment des risques. Une fois que vous avez réussi à vous connecter, on précise un peu l'attendu et puis je vous dis quand c'est bon pour tout le monde. Et en même temps, vous travaillez, je pose la question, est-ce qu'il y en a qui ont fait déjà de l'analyse de risque sur leurs activités ou sur leurs services? En fait, le MEDEF 79 a développé un outil gratuit disponible qui s'appelle Ma carte des risques. Ok, super. Sur tous les sujets possibles dans l'entreprise. Moi, je sais que la première fois que je l'ai fait, c'était juste avant le Covid. Je l'ai refait depuis parce qu'il y avait des risques que je n'avais pas envisagés. Mais c'est. Parce que ça bouge, hein, en fait. Oui, Effectivement, les risques ils sont si impactés par les situations externes à l'entreprise. Ouais, tout à fait. Okay. Donc ça, c'est un outil qui a été exposition par MEDEF 79. Ouais. Okay. Je l'avais vu. C'est tout simple. On n'est pas obligé de faire tous les types de risques, on peut les choisir aussi. C'est autodiagnostic. Ouais. Et c'est pas mal. Et cette démarche d'analyse de risque, c'est entre guillemets, malheureusement, l'actualité nous démontre qu'elle est importante. Il y a 10 ans, c'était un vrai combat d'aller expliquer à quelqu'un qu'il y avait un risque de pandémie. Voilà, malheureusement, c'est arrivé. Mais moi, j'étais dans un grand groupe bancaire il y a 4 ans à faire un exercice de crise sur un scénario de pandémie où les gens étaient malades chez eux et ne pouvaient pas travailler. Donc on nous rigolait, on nous disait oui, bon, ça peut jamais arriver. Voilà, et plein d'exemples comme ça, ou alors des hébergeurs de centres de données sur la crue de la Seine qui ont été impactés, et de même, on les sensibilisait à l'avance sur le risque d'inondation. On disait bah non, mais c'est pas possible. Et bon, il y a eu les crues de Seine là, dans ces dernières années monumentales qui ont impacté des centres de données. Et voilà, cette notion de risque, il faut vraiment être sensibilisé au fait que ça peut toujours arriver. Il ne faut pas se ranger derrière bah non, ça ne peut pas se produire, c'est pas le cas. Typiquement, le cas du client d'hier, c'était il voulait pas mettre l'authentification. Le dirigeant ne voulait pas l'authentification de facteurs, hein, c'est chiant, il faut tout le temps confirmer un code. Et de toute façon, on n'a rien à nous voler. Typiquement, c'est ça, ouais. Nous, les clients, c'est ça. Ouais. On n'intéresse personne. On n'est pas une construction, on n'est pas une multinationale. Et au contraire, vous êtes encore plus, encore plus vous attaquer parce qu'ils vont vers ce genre de solutions. Ouais. Et derrière, par banquier, un mois plus tard, c'est arrivé. Quoi. Et là, c'était clairement. C'est vous? Non, c'est pas c'est pas lui. Mais c'était clairement l'exemple. Ouais. Et après, ils se sont dit comment on fait. Parce que le RSI essayait de donner on met du MSP, des choses comme ça, c'est du budget. Et en fait, là où il a été intelligent, il a dit il a calculé en une journée la perte pour l'entreprise en chiffre d'affaires.
Ça représentait 60 000 euros. Donc là, par exemple, ils ont été bloqués 2 jours, mais ils ont eu de la chance, c'était un week-end. Mais du coup, 60 000 euros perdus sur une journée, ma solution à l'heure de 30 000, le calcul il est vite fait. Voilà. Donc les 30 000, le lendemain, ils les avaient déjà mis sur la table. Mais Et là, c'est une bonne réflexion. on a vécu chez Anguille 2 cas de cyberattaque. Clairement, ça fait monter très rapidement la maturité des cyber. Ouais, clairement. Qui avant n'étaient pas forcément enclins à investir, qui après se posent Ils ont vite beaucoup compris moins de que questions. c'était essentiel. Se posent moins de questions. C'est que le dossier qui est en dessous de l'appui, finalement, il revient justement Ouais. à la fin. Et grosso modo, le niveau d'investissement, les capacités ou la manière d'investir dépend de l'impact qu'il y a eu pendant la cyberattaque. Plus il y a eu d'impact, plus on est prêt à faire des choses. Est-ce que vous avez tous pu saisir un exemple de risque, un ou deux? Donc le but, voilà, indiquer la menace potentielle, le bien informationnel qui peut être ciblé, et puis le préjudice que ça peut encourir sur votre organisation. Donc par exemple, la menace, un cyberattaquant va cibler votre base client et du coup vous aurez plus du tout accès à votre liste de prospects ou à vos clients. Il y aurait quelqu'un qui a marqué. J'ai du mal, elle est claire. Ouais, il y avait peut-être une idée derrière qui n'est pas reprise dans les mots. Ah d'accord, non, c'est pas grave. Un risque que j'ai eu un petit peu moins. Donc de l'hameçonnage et du phishing, l'exfiltration de données, utilisateur, qu'est-ce que celui qui a mis l'utilisateur peut nous dire à quoi il pensait quand il a mis l'utilisateur? Ah, c'est que l'utilisateur fait partie du risque, c'est ça, ou est vecteur du risque peut-être? C'est moi C'est qui toi. l'ai mis en avant, ouais, effectivement. Ouais, c'est que le risque Sur la peut venir de sensibilité. l'utilisateur, de la Exactement. sensibilisation de l'utilisateur. Souci d'usage. Ok. Ah, je suis pas ok. Thomas, est-ce que tu as des choses à rajouter là-dessus? Ah bah pour mon entreprise, oui, je les connais, les risques cyber après. Est-ce que tu as des choses à partager sur des risques? Non, bah ouais, Ou ouais. avec des clients, je parle, enfin sans les nommer bien entendu. Non, mais même sur notre périmètre à nous, pour me mettre à votre place et par rapport à ce qu'on demande, on peut toujours avoir un risque. Alors le risque cyber, pour nous, c'est qu'on manipule les informations confidentielles de tous nos clients et qu'on ne les protège pas suffisamment bien, qu'on perde la confidentialité de ces données. Ces attaques elles peuvent venir d'un de nos employés qui serait insatisfait, qui deviendrait malveillant, d'un de nos concurrents qui souhaiterait nous porter préjudice. Donc voilà, ça c'est un peu la source de l'attaque potentielle. Le risque, le bien informationnel, c'est les données de nos clients, les informations de nos clients. On voit des sujets critiques. Et le préjudice, c'est la perte de confidentialité des informations. Voilà, et puis ensuite, le préjudice, forcément, l'image. Financièrement, on peut avoir des pénalités aussi via nos contrats où on doit assurer la confidentialité des données qu'on manipule. Donc voilà un des risques cyber qui peuvent se présenter sur notre entreprise. Oui. Et côté Envolis, de ce que j'identifie comme ça, je n'ai pas fait l'exercice, je le fais à chaud. Ouais, pareil. Il y a la notion, un des risques principaux pour Envolis, c'est qu'on s'engage contractuellement sur le suivi des sauvegardes de nos clients, qui n'ont pas forcément d'équipe informatique interne, et donc à un moment donné, ça veut dire que nos clients nous donnent le pilotage de leurs données, la sécurisation de leurs données. Ça, c'est un vrai sujet, ça nous fait porter une responsabilité importante. Et donc le suivi du job des sauvegardes, chez nous, tout le monde sait que c'est c'est très critique. Et le risque derrière, c'est que si à un moment donné on ne fait pas notre job, le jour où il y a besoin de restaurer des données, on ne puisse pas le faire et qu'on mette en difficulté nos propres clients dans leur business. Et éventuellement la pérennité de leurs entreprises. Donc voilà, sur cet aspect des choses, le métier de prestat de service, la responsabilité du prestat de service est élevée. Si par exemple les données des sauvegardes sont chiffrées et vous êtes prestataire, Oui. vous avez quoi dans votre contrat pour vous protéger? C'est une bonne question. Si tu rafraîchis, François, j'ai rajouté ce risque-là. J'ai mis être la porte d'entrée d'une attaque vers nos clients. C'est un vrai risque pour les MSP aujourd'hui. Ouais.
Il y a ça, et d'ailleurs il y a déjà des MSP, il y a eu un cas sur Lyon où il y a un MSP qui ne travaillait plus qu'un client qui avait toujours les accès sur son système et le client était chiffré par les accès du MSP qui ne travaillait plus avec. Donc voilà, pas sexy. Tu as, et pour connecter avec la question téléphonique, Peut-être aussi, François, Et c'est- expliquer un MSP pour que ça parle à tout le monde. oui, un MSP, c'est un prestataire de service qui industrialise et automatise beaucoup de tâches chez ses clients pour apporter plus de fiabilité, plus de performance, plus de services, moins d'incidents. L'objectif, c'est l'engagement d'un opérateur service manager, c'est d'avoir moins d'incidents. Donc à ce titre-là, l'objectif, c'est d'avoir des outils qui sont très intégrés, qui vont être très très proactifs, beaucoup de proactivité. Donc beaucoup de bruit, de tickets en arrière-plan pour que côté utilisateur on en ait un minimum. Et ce faisant, nos outils nous permettent d'industrialiser beaucoup de choses, comme le patching de sécurité, la mise à jour des firmware, des applications, des antivirus et des systèmes. Et l'objectif, c'est de le faire de manière industrialisée. Parce que pourquoi je dis ça, je vais essayer de ne pas rentrer dans le détail, d'être très pragmatique, mais une boutique comme nous, si on a 150 clients et que ces 150 clients, quand on a un patch de sécurité installé, je dis à un des techniciens chez nous, patch sur 10 postes, patch sur 50 postes, sur 200 postes, les mecs en fait ils vont empiler les tâches comme ça et au bout d'une semaine on n'aura toujours pas fini. Alors que quand on va faire du patch sur la partie sécurité, en fait on joue aussi un peu une course contre la montre. Donc l'objectif d'un opérateur de service manager, c'est de ne pas adresser ses clients de manière verticale, c'est d'adresser ses clients de manière horizontale en considérant son parc client comme étant un seul client et d'être capable d'industrialiser cross-client à travers ses clients des tâches d'administration. Et l'exemple que je prends en général, c'est que sur un parc de firewall, on ne doit pas mettre plus de temps à patcher 100 ou 150 firewalls que d'en patcher un. Parce qu'à un moment donné, s'il y a une faille 0D qui est utilisée, et on sait qu'aujourd'hui l'utilisation des failles, elle se réduit dans le temps, il faut pouvoir patcher vite. D'accord? Donc là, j'ai expliqué un peu ce que c'était un opérateur service manager, on industrialise. Et donc à ce titre-là, on a aussi des outils qui nous remontent quotidiennement tous les résultats des sauvegardes qui vont remonter en mode ticket pour aller opérer, on va dire, et juste résoudre les problématiques de backup qu'il y a chez nos clients. Donc qu'est-ce que l'on peut, dans ce métier-là, qu'est-ce que l'on peut risquer? Juste si on ne fait pas ce job-là, que les sauvegardes ne fonctionnent pas, et que le client, quand il a besoin de restaurer, il ne peut pas restaurer, là, oui, on est engagé sur le fait qu'on n'ait pas résolu les incidents. Mais si notre client, on lui a préconisé d'investir dans de la sécurité, de l'immuabilité de ses données, de la donnée déconnectée qu'il n'a pas voulu le faire, à partir du moment où on lui a proposé qu'il a refusé la solution, on n'est pas engagé là-dessus. On est engagé sur le maintien opérationnel de la solution qui est en place. Sur notre métier de l'hébergement, là, on est engagé sur nos sauvegardes, sur nos infrastructures. Donc là, c'est nous qui nous engageons sur les sauvegardes de nos clients. C'est un métier différent entre eux. Effectivement, du fait qu'on ait cette automatisation et ces accès chez nos clients, on a des exigences d'exemplarité pour qu'on ne soit pas à la porte d'entrée d'une attaque qui passe par nous pour acheter les clients. Là-dessus, il y a des choses aussi qui sont faites chez un MSP, donc ça n'arrive pas. Double authentification sur les accès aux messageries ou aux accès aux outils. Chez nous, ça fait moins d'années qu'on est en double authentification multifacteur, parce que d'ailleurs aujourd'hui, de plus en plus, les outils MSP forcent ces doubles authentifications. Mais à l'époque, c'était pas obligatoire, mais c'était déjà des enjeux de sécurité. Parce qu'on porte aussi cette responsabilité-là. J'ai répondu à la question? C'est bon. Bon, du coup, il ressort des risques qu'on va aborder aussi par la suite. Plutôt le cas de sonnage phishing, voilà. Gros sujet du moment. Oui, il y a des choses dans ce niveau-là qui sont plutôt des vecteurs d'attaque que des risques en tant que tels. On risque d'être on risque d'être éventuellement cryptoloqué ou en arrêt de la production parce qu'on s'est fait hameçonner.
Ouais, il faut garder en vision sur le risque vraiment une vision métier, une vision opérationnelle. Se détacher de la sécurité, se détacher du chiffrement, quoi. Et vraiment le risque, il faut le maintenir, garder en tête son activité, se placer un peu dans le dirigeant, même si on fait de l'informatique, si on est sur le périmètre de la DSI, toujours réfléchir métier, à la place du métier, à la place des dirigeants. C'est rigolo, il n'y a pas argent dans les risques. Effectivement, parce que le risque, souvent, à la fin, il y a quand même financier. Pour parler de notre cas, si à un moment donné, on ne tient pas notre engagement de service et que en fait, notre client il fait quoi? Il va se retourner contre nous dans l'objectif de récupérer de l'argent. Le client, il perd de l'argent. Même le client, s'il lui perd de l'argent, il va venir, nous on est son prestataire, il va venir chercher de l'argent chez nous. Et lui, il en aura perdu. In fine, ça se finit toujours très régulièrement par Une transac. Une transac, le Et même l'arrêt de prod, une sanction, une amende. L'arrêt de prod se fait perdre de l'argent à la société. Il arrête pas de- Déjà, c'est la première. Le risque de l'arrêt de prod, c'est effectivement C'est horrible. perdre de comme l'argent. ça. 35 000 $, ça nous a coûté. Ouais, c'est pas une paille. Hein. Sur un chiffre d'affaires, combien? Nous, on fait un chiffre d'affaires de. Enfin, à l'époque, c'était 5 millions. Ouais, donc c'est pas une paille. Mais il y avait un autre client de ce fournisseur-là qui s'était fait détourner 100 000 $. Oui, Là, ça faisait plus. on a des cas pas très loin de chez nous, d'une boutique qui s'est fait happer comme ça 700 kilos quand même, 700 000 euros. Ouais. Bon, allez, on va continuer sur justement la menace. Et il faut qu'on accélère. Ouais, 10 heures. exactement, c'est pour ça qu'on va continuer sur la menace rapidement. Ouais, Et c'est une bonne transition. Ouais. Les temps en cybersécurité, je vous mets quelques exemples, mais bien évidemment, il y en a plein dans l'actualité. La tendance, c'est que selon une étude du CESA, le CESA c'est le club des experts en sécurité informatique et du numérique, 54% des entreprises déclarent avoir subi au moins une attaque en 2021. Dans les entreprises qui ont répondu, il y a environ 40% de TPE-PME. Voilà, c'est pas uniquement des grands comptes. Hein. Le baromètre il est fait également sur des cibles TPE-PME. Donc pour répondre un peu à la question, sujet mentionné tout à l'heure, on est une petite boîte, on ne va pas être ciblé, c'est complètement faux, il faut arrêter avec ça. Bien au contraire, c'est encore plus facile d'attaquer une petite boîte. Et en termes de risque, une petite boîte qui se fait attaquer n'aura pas les ressources pour rebondir. Une grande multinationale qui est présente dans 100 pays dans le monde, si elle se fait attaquer sur un pays, il lui reste 99 pays pour vivre, ça va. Une TPE-PME, c'est pas le cas. Elle se fait attaquer en local, c'est fini, elle n'a plus rien. 3 sujets majeurs, le fait que donc voilà, les cyberattaques se généralisent sur tout type d'entreprise, donc ça il faut bien l'avoir à l'esprit. La menace qui s'industrialise de plus en plus efficace, de plus en plus large, de plus en plus sur tout périmètre. Maintenant les pirates ils lancent des robots. S'industrialise aussi. Hein. Oui, c'est industrialisé, donc c'est pour ça que c'est plus compliqué de passer entre les gouttes, même si on est petit, parce que c'est industrialisé, donc que vous soyez petit ou pas, de toute façon, vous allez être traités comme les autres. Hein. Ils ne savent même pas sur quoi ils attaquent, ils ont des IP, ils lancent leur robot et ça se fait tout seul. Mais bon, vous êtes dans l'eau, ils ont des informations qui remontent, et ils vont creuser par la suite. Mais de base, tout le monde peut être une cible. Et les vecteurs attaques, donc le phishing, vous l'avez cité, on le retrouve dans 73% des cas. L'exploitation des failles, donc là, les vulnérabilités 0 day par exemple, le fait que vous ne patchiez pas vos équipements, c'est exploité par les attaquants et ouais, on va même plus loin en fait. Souvent, les failles qui sont utilisées, c'est même pas des failles 0 day. Oui, c'est des failles qui sont déjà connues depuis longtemps et qui n'ont juste pas été fermées. Et c'est ça qui est le plus grave d'ailleurs. C'est que s'il y avait juste un job de patching normal, même si on le patchait un mois plus tard, c'est pas de souci. En effet, et puis la supply chain. Alors, qu'est-ce que c'est la supply chain? C'est justement l'attaque de la laitière, dont on a parlé aussi justement. Le fait que il passe par un prestataire de service comme nous pour attaquer, par un sous-traitant, par un fournisseur de logiciels. La grande attaque qui a fait beaucoup de bruit avec ce vecteur, c'est SolarWinds, qui a permis aux attaquants de remonter jusqu'au gouvernement américain. Donc c'est pas rien, mais sur les grandes institutions, les grands comptes, en fait, leur barrière périmétrique en termes de sécurité devient de plus en plus forte. Et donc pour la passer, les attaquants ont trouvé le moyen de passer via les sous-traitants, via les partenaires, les prestataires. Voilà. Et donc ça c'est le cas chez les grands comptes, mais de plus en plus partout. Dans le baromètre, il dit quoi par rapport aux attaquants? La plupart du temps, c'est pour de l'argent. C'est les raisons principales de ces gens-là, principalement c'est financier. Les raisons, c'est financier, c'est des groupes criminels, c'est du cybercrime. Ouais.
qui industrialise les attaques, et ça devient une logique économique, et ensuite ça leur permet de financer des activités par ailleurs. Et le problème, c'est que voilà, ils deviennent de plus en plus puissants, parce qu'il y a des rançons quand même de payer. Donc les groupes ont de plus en plus de moyens, et voilà, pour les arrêter, il ne faut pas payer les rançons, déjà ça c'est le premier vecteur. Et après, c'est des groupes qui vont également se financer avec les crimes, la prostitution, comme c'est des bandits. Hein, Puis même les groupes étatiques, je lisais une news de la semaine dernière ou de la semaine d'avant sur le fait que la Corée du Nord, qui a aussi des groupes d'experts cyber qui sont plutôt puissants, qui sont derrière l'attaque de Disney il y a quelques années. Et ils estimaient, c'est l'article, hein, la source je ne vous la valide pas, mais c'est un article de la presse qui estimait à 3 milliards de dollars les gains de la Corée du Nord sur ces cyberattaques. Voilà, c'est quand même pas négligeable. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec? C'est étatique, donc ils continuent à financer leurs outils, ça finance l'État. Alors il y a des exemples d'attaques, vous pouvez en voir plein dans la presse, mais globalement ce que ça fait, le premier système informatique du groupe qui redémarre progressivement suite à l'ouverture d'un fichier corrompu. Le deuxième, on parle de Continental, 55 millions de fichiers publiés sur le Darknet, avec des conversations du président du conseil de surveillance. Donc là de même, dans ce qu'on retrouve, il peut y avoir de l'espionnage, du chantage, selon ce qu'on trouve dans les conversations, des informations importantes pour les concurrents. Un EHPAD avec le chiffrement de fichiers patients, mais bon, il y a plein de cas dans les hôpitaux aussi, avec des conséquences dramatiques, pas possible de faire les opérations, des failles dans le suivi de l'administration des médicaments, des opérations, choses dramatiques. Et puis un cas en avril aussi de Klestra Osserman, un fabricant de cloisons amovibles en Alsace, qui a dû demander sa mise en redressement judiciaire. Qui a déposé le bilan là. Ouais. Qui a déposé le bilan il y a quelques semaines. Voilà, ils attendent d'être potentiellement rachetés, mais cas dramatique, et donc ils ont mis la clé sous la porte. Et je vous invite, après avoir constitué les slides avec François, il y a un témoignage vidéo. Ouais, on vous l'enverra. Je me mets dans mes notes, je vais l'envoyer pour que vous puissiez voir, parce que pour le coup, il parle. Et je l'ai regardé il y a 2 jours, ça dure 9 minutes à regarder, mais je vous invite à le regarder. Voilà, ça démontre que oui, c'est un risque à prendre en compte et qu'il faut se positionner dessus et mettre en place des mesures. Voilà. Il est super intéressant. Mais bon. Excusez-moi. Pas de souci. Je vais passer très vite là-dessus, vous allez voir le slide aussi, je ne vais pas dire tout dans le détail. Mais donc pour rappeler voilà, les schémas, globalement, il faut se positionner sur les sources et motivations quand vous faites une analyse de risque. Quelles sont les sources qui peuvent vous attaquer? Ça vous permet, vous, de mettre en place les mesures adaptées. Dans le cas d'attaques géopolitiques, on a des moyens comme la Corée du Nord qui sont faramineux. Si vous faites attaquer par un tel groupe, malheureusement, j'ai envie de vous dire, vous ferez attaquer un jour. Si vous ciblez vraiment, si vous allez jusqu'au bout, si la Corée du Nord met les moyens pour vous attaquer, votre récit tombera. À Disney, c'était 2 agents dormants pendant 1 an chez Disney qui étaient à l'informatique et qui n'ont rien fait pendant 1 an et qui ont démarré leurs actions au bout d'1 an. Et ils ont des moyens très larges pour vous attaquer. Donc, si vous identifiez ces sources d'attaque potentielles sur vos actifs, sur vos biens informationnels, ça vous demandera de mettre en place des mesures de dresser un mur très haut pour les contrer. Voilà. Les agents normands, ils sont arrivés comment? Par le phishing? Non, ils ont été embauchés au service informatique de Disney. Et pendant 1 an, ils n'ont fait rien du tout. Ils ont pris de l'information à l'intérieur de Disney. Des agents physiques, pas ouais, des agents informatiques. J'avais pas pas. un agent qui est dans un PC, c'est un. Non, des vraies personnes qui sont rentrées dans le système OSI. D'accord, mais j'avais pas compris ça comme ça. Ok, là, celui-là, il est imparable. C'est pour ça que d'ailleurs, ça fait très mal. C'est ça. A contrario, voilà, il y a les hackers amateurs qui vont faire ça pour le challenge, pour s'amuser, pour tester leurs outils d'attaque, qui vont le faire sans véritable motivation derrière. Donc là, les motivations sont plus faibles. Mais c'est important de savoir contre qui on se bat. Les points d'entrée potentiels, avec les faiblesses supplémentaires. Donc il y a une liste un peu à la Prévert et qui est encore pas exhaustive. On parle beaucoup du phishing, de l'hameçonnage. Il y a des nouvelles techniques qui évoluent, même avec les SMS. Il y a BNP qui a été confronté à des cas majeurs récemment. Le phishing, c'est via la voix, donc des robots qui vous appellent à la voix pour recevoir un appel sur votre répondeur ou essayer d'y répondre.
Mais on a plein de cas, alors entre guillemets marrants, mais on a par exemple des cas de clés USB qui sont envoyées par la poste. Vous recevez une clé USB chez vous, dans votre boîte, vous dites ah sympa, on m'a offert une clé USB, vous la branchez sur votre poste, ben, c'est con, voilà, votre poste est foutu. Donc voilà, il y a des cas marrants. À une époque, à la Défense par exemple, il y a des clés USB qui traînaient par terre. Les attaquants ont récupéré les informations grâce à ce moyen. Voilà, les gens rentraient chez eux, connectaient leurs clés ou sur leur environnement professionnel et récupéraient les attaques comme ça. Mais bon, voilà, il y a toute une liste d'attaques, que ce soit alors, par de l'ingénierie sociale, voir comment on peut utiliser l'humain pour faire l'attaque, via du matériel, via des failles, des vulnérabilités, ça peut être du physique sur du matériel, on vous vole votre poste de travail, ça peut être via le système d'information, via les flux, il y a plein de entrées possibles, le Wi-Fi, la gestion des identités. Donc, et beaucoup en priorité sur le slide d'avant, phishing et spear phishing. Et phishing dirigé. Et puis les malveillances qui peuvent arriver, donc vous en avez cité, chiffrement notamment, mais bon, la demande de rançon, l'envoi de spam qui va nuire à votre image, l'intégration à des réseaux de botnets qui vont contribuer à leurs attaques, de l'espionnage, infiltration, extorsion de fonds, voilà. Bon, on peut faire plein de choses à partir des données. On voit tout le monde utilise de l'informatique, c'est devenu clé partout, donc finalement on peut faire du chantage, des stabilisations, faire plein de choses à partir des informations. FOVI, c'est quoi comme acronyme? C'est la fraude au président notamment. C'est faux ordre de virement international. Et voilà, typiquement le virement. Oui, typiquement votre exemple. Voilà, donc ça peut être une bonne vision globale pour se positionner sur ce contre quoi vous devez vous prémunir. Et pourquoi. Oui, il faut qu'on aille vite. Voilà, non, mais ça va aller. Alors, des vulnérabilités sur vos systèmes, à vous, si vous votez. On va essayer de... Des vulnérabilités auxquelles vous pensez. Ouais, super. Bon, il y a un petit... Le live qui lise des autres. Ah oui. Très bien. Allez, on continue. Bon, voilà. Votre réponse? Non. A priori, on en avait déjà un tout à l'heure. Doit-on comprendre que certains ont répondu qu'il n'y avait pas de vulnérabilité potentielle sur le système d'information? Exactement. Ok. Ah, très bien. Mot de passe? En fait, c'est que c'est des phrases, mais ça prend Ouais, des mots. Ouais, tout à fait. Quand vous mettez une phrase, en fait, il va quand même prendre des mots. C'est pour ça qu'on peut revenir à... Allez, tac. Ok, Wi-Fi non sécurisé, c'est pour ça qu'il y a des mots. Wi-Fi, mot de passe accès distant, étudiant malveillant, clé USB, mot de passe trop simple. Et 7, c'est quoi? C'est que cette personne dit MFA, c'est 2FA, ça veut dire quoi? Double authentification. Il y a des formes où on peut utiliser le MFA, c'est une authentification multiple, et 2FA, c'est au minimum 2 facteurs. L'aude non sécurisée? IoT. Ah oui, pardon. Ah oui, d'accord, ok, il y a... Faudra couper ça au montage. Question idiote, ok. Antivirus, guest sur le réseau, segmentation du réseau à plat, donc segmentation du réseau. J'ose plus poser la question là. Droite. C'est pas fini. Droite. Quelqu'un. Droit d'accès. Ah, droit d'accès, oui, c'est parce que c'est pas dernier. Ça marche. Ok, tu veux rebondir Écoutez, ouais, on peut laisser sur cet écran. Donc, du coup, pourquoi ces questions dans le cheminement de ce qu'on vous souhaitez vous proposer aujourd'hui et pour animer la réflexion, le but de vous demander ça, finalement, c'est de faire le lien avec les risques que vous avez identifiés tout à l'heure. Alors, bon, les risques tout à l'heure, on parlait de chiffrement. Donc, on va parler du cas notamment de disponibilité de vos données. Si on descend en bas, j'ai bien le réseau à plat, ouais, guest sur le même réseau, vulnérabilité. Donc là, on est face à un cas, pour l'illustrer dans la chaîne de risque globale, on va avoir la menace d'un groupe de cybercriminels
qui va utiliser le vecteur d'attaque, qui va utiliser un réseau à plat finalement, qui va arriver sur votre réseau, donc on peut même faire le lien avec le MFA. Donc des accès non sécurisés, il arrive à accéder sur votre réseau, il y a aussi le Wi-Fi un peu plus haut que j'ai vu, mais via tous ces éléments, il va réussir à accéder sur votre réseau. Et votre crainte, c'est le chiffrement. C'est le chiffrement de vos dossiers, de vos fichiers. Et votre vulnérabilité en plus, outre le fait que le Wi-Fi et le MFA sont pas sécurisés, c'est d'avoir un réseau à plat. Et donc ça va permettre à l'attaquant de chiffrer l'ensemble de votre système d'information. Le plan d'action à mettre en face, bien évidemment, c'est de la ségrégation de réseau. C'est de faire en sorte que les accès à vos différentes briques sur votre système d'information soient compartimentés, qu'elles ne vous donnent accès que à certains segments de votre système d'information. Et de ce fait, l'attaquant ne pourra chiffrer qu'une partie de vos informations. Bon, ce serait un moindre mal, en tout cas. Et en tout cas, dans une partie, moi j'entends vraiment la partie d'avoir une partie de votre système d'information avec vos sauvegardes, je vais faire un lien avec François, mais vos sauvegardes dans une partie de votre système d'information bien à l'écart, bien séparée de votre système d'information, qui va vous prémunir d'une telle attaque, par exemple. Donc voilà, on a toute la chaîne là, c'est vraiment comme ça qu'il faut réussir à le concevoir, à vous positionner. Et ça, c'est une des attaques les plus standards et les plus critiques. Et une des vulnérabilités qui pourrait faire qu'une attaque dans votre organisation devienne critique et mettra à mal toute votre société. Segmentation, c'est du routage, du VLAN, C'est tout ça. Et du filtrage de flux entre les VLAN. Du filtrage de flux entre les VLAN. D'accord. Pour faire très simple, c'est que si vous avez un VLAN dans lequel vous avez votre poste de travail, vous avez un utilisateur qui a exécuté ou qui a cliqué sur un lien dans un mail et qui a téléchargé à son insu un premier malware, si ce VLAN-là, il communique avec des serveurs, le malware va pouvoir aller rapidement voir les serveurs. Si on n'est pas dans le même VLAN, déjà, c'est un peu plus compliqué. Puis si en plus, on gère les flux entre les deux VLAN, c'est encore plus compliqué. Et là, on est sur des serveurs de production, vos fichiers, etc. Et il y a la couche basse en plus, qui est, alors désolé pour les mots grossiers, mais qui est tout ce qui est virtualisation et stockage et sauvegarde. Où pour le coup, si tout est sur le même réseau, l'attaquant, il a le poste de travail, le serveur avec l'authentification des fichiers, la virtualisation, la sauvegarde. Et si là, il a la chaîne et qu'il la casse, la sauvegarde elle est cassée, il n'y a pas de possibilité de restauration. Donc dans les actions qu'on porte auprès de nos clients, la segmentation des réseaux sur la partie virtualisation, le fait de mettre des firewalls qui gèrent les flux entre la production, les postes de travail et la virtualisation, stockage, backup, ça fait partie des prérequis aujourd'hui, des bonnes pratiques obligatoires. Même si toutes les machines virtuelles peuvent être chiffrées, il faut qu'on puisse restaurer à partir des couches du dessous. D'accord. Donc des VLAN, des VLAN, du firewall et la segmentation des rôles dans les infrastructures. Très rapidement, on a un autre cas d'usage. Non, mais pas besoin d'écran. Vous citez l'IoT, je ne sais pas qui l'a mis, Internet of Things, donc l'Internet des objets, les objets connectés. Bien souvent, c'est des outils qui n'ont pas été conçus de façon sécurisée, qui peuvent être une porte d'entrée pour des attaquants. Il y a beaucoup d'objets connectés qui sont déployés dans les SI industriels. Voilà, c'est des usages. Quelqu'un de vos employés, votre employé va déployer sans vous informer un objet connecté sur votre SI de production. Le SI de production n'est pas bien séparé de votre SI bureautique, et là de même, l'attaquant va passer par ce petit objet connecté pour accéder à tout votre réseau. Une grosse attaque de Unity Service il y a quelques années sur des DNS, c'est le point central d'Internet qui ont été faits par des caméras IP qui n'étaient pas sécurisées. Il y avait un réseau de botnet qui constitue un réseau de botnet et qui ont redirigé tous leurs flux vers les serveurs DNS qui ont fait du mal à Internet juste avec des caméras dont les mots de passe n'avaient pas été changés. Mais en tout cas, on voit pas mal, beaucoup plus de vulnérabilité que sur la question risque tout à l'heure. Ouais. Voilà, moi je vous invite à prendre le recul, prendre la hauteur de se positionner et de penser à quel risque sur votre organisation ça peut engendrer. Oui. Très bonne remarque. Parce que là, si vous traitez tout ce que vous avez mis, vous n'aurez peut-être pas les moyens de le faire. Donc,
qu'est-ce que vous mettez en haut de votre pile à traiter impérativement, et on fait le lien avec les risques que vous avez pu identifier, ou que vous allez identifier avant. Un dernier petit sondage, on va tenir ça en 5 minutes. Et ça devrait tenir, c'est une petite conclusion. Et du coup, le but de ce dernier sondage, c'est de faire ressortir les bonnes pratiques, du coup, les solutions à mettre en œuvre potentiellement pour répondre à vos risques, pour traiter les risques que vous identifiez sur le système d'information. Ça peut être former les utilisateurs, voilà, de la double authentification. Ouais, tu peux remettre. Ah pardon, hop là. Hop, c'est très facile. KXEXKF9. Vous pouvez peut-être dans les actions, c'est aussi faire une analyse de risque par exemple. Non. Si jamais vous n'en avez pas et que vous ne savez pas par quoi prioriser, bah, faire une analyse de risque, c'est aussi une manière de démarrer un plan d'action. Et si vous avez... l'objectif, c'est je suis en train de vous orienter. Je le dirai après. Je le dirai après. Alors nous, on ne fait pas d'analyse de risque. Chez Thomas, ils peuvent vous aider ça. C'est bien vu. C'est toujours bien de passer par un autre. Voilà, exactement. On s'est mis d'accord sur le rôle. Il doit y avoir formation, former les utilisateurs. C'est un peu une analyse de risque, un calcul perte-attaque. Voilà, ok. La tête à droite. Ok. Ok. Super, bon, merci pour vos réponses. On va revenir sur certaines, sur lesquelles on est tout à fait d'accord. Donc on va pour finir vous présenter à notre sens 10 bonnes pratiques nous vous invitons à étudier et à mettre en œuvre sur votre système d'information. On ne dit pas qu'il faut forcément toutes les mettre en œuvre, mais en tout cas se poser cette question. À retenir très rapidement, mais aucun système d'information n'est sécurisé à 100%. C'est comme une porte, hein. Si on veut la casser, selon les moyens qu'on y met, on arrivera à la casser. Et malheureusement, on l'a vu, même des gouvernements se font attaquer, bien qu'il y ait beaucoup de moyens, mais aucun système n'est sécurisé à 100%. Et même si c'est le cas, c'est important, ça sera toujours que temporaire. On le voit, ça évolue très vite, les techniques d'attaque évoluent vite, les logiciels, les systèmes que nous utilisons évoluent très rapidement, et de ce fait, si on est sécurisé entre guillemets à date T, ça ne sera peut-être pas le cas demain. Donc il faut toujours se renouveler et suivre, piloter sa sécurité pour s'assurer que dans la durée, on soit à un niveau de sécurité acceptable. Sécurité informatique à comparer à un mur, plus il est haut, plus il est dur à escalader et à passer. Je reprends l'analogie d'un voleur de voiture ou d'un voleur de vélo. En priorité, il va s'attaquer au vélo sur lequel il n'y a pas de cadenas. Si on met un cadenas, ça va commencer à l'embêter un peu plus. Si on en met deux, il va prendre les autres vélos. Donc, essayez toujours. Ça dépend de l'épaisseur du cadenas. Ça dépend de l'épaisseur du cadenas. Mais Le voilà, principe, il est là, c'est plus le niveau de sécurité est élevé, plus ça va être coûteux en temps, comme on a en face de nous des prestataires de services de cyberattaque, et bien plus c'est compliqué pour eux, plus ça leur demande de temps, moins vous êtes rentable pour eux. Donc moins vous êtes rentable pour eux, s'ils veulent se développer, ils vont aller chercher de la rentabilité sur d'autres clients ou d'autres prospects moins sécurisés. Je désacralise le côté technique aussi de la sécurité informatique. En grande partie, c'est à 80% de l'organisationnel, de l'humain. On le voyait avec le cas notamment de l'attaque chez Disney. Ça reste de l'humain, ça reste du process, ça reste du pilotage. Après, il y a des mesures techniques bien sûr à mettre en œuvre. Mais si on ne se positionne pas sur ce qu'il faut faire, c'est pas l'informatique qui va le faire pour nous tout seul. Donc ça reste de l'humain. C'est là que c'est le plus compliqué, parce que la technique, vous mettez à jour continuellement le matériel, mais l'humain, il faut le former en permanence, il faut les initier.
Et c'est là où c'est hyper compliqué. T'as parce que raison. Rien que de mettre une sécurité un mot de passe à 2 authentifications, déjà pour beaucoup c'est compliqué. Exactement. Donc c'est là où enfin ça dépend des structures, mais C'est pas si compliqué que on ça. aura beau mettre en place des choses, des fois c'est toujours l'humain qui fait que la faille est C'est pas compliqué, c'est pénible. Ouais, c'est pas si compliqué que ça. Le collaborateur Ah, oui, autorise à c'est- utiliser son téléphone personnel aussi. Ouais, enfin il y a plein de choses. Nous, on Ça, voit voilà, ça, il y a c'est reste souvent, Mais après, il y a des méthodos, autorités. et c'est sûr que si les utilisateurs ils sont pas du tout sensibilisés, ni à titre personnel, ni à titre professionnel, sur les risques réels, c'est sûr que si vous leur imposez une contrainte supplémentaire sans compréhension de ce qui se passe derrière, vous allez avoir des gens qui vont pas être à l'aise. Donc forcément, à un moment donné, la sensibilisation et le fait que vos utilisateurs comprennent les enjeux, mais donc les risques que ça peut avoir, la sensibilisation par rapport à des retours d'expérience d'utilisateurs qui ont cliqué sur un lien puis qui ont claqué leur entreprise parce que c'est eux qui ont cliqué sur le lien, à un moment donné, c'est aussi des moyens de leur faire comprendre que la contrainte est acceptable. Donc il y a toujours des mesures potentiellement à mettre en place par rapport à l'exemple que vous citez, le Mobile Device Management, le MDM, va vous permettre justement de faire en sorte que les informations professionnelles ne puissent pas être accessibles sur d'autres mobiles personnels par exemple. Mais il faut vraiment se dire que les usages évoluent super vite en ce moment. On le voit avec les connexions à distance, le télétravail, l'utilisation des VPN généralisée. Donc finalement, voilà, ça ouvre toujours des accès sur lesquels on a tendance à avoir à prendre du retard sur la sécurisation de ces nouveaux usages. Les objets connectés, c'est pareil. Bon, on a lancé les objets connectés, mais on met toujours un bris de sécurité après. Donc on rattrape. On est toujours en rattrapage. Et d'où le fait, si on éduque les gens à faire en sorte que, même si quelque chose n'est pas sécurisé, on cherche dans son usage à l'utiliser de façon sécurisée, et ben voilà, on gagne, on a un temps d'avance. Par exemple, sur la sécurisation du téléphone portable, pour le reprendre, même si l'organisation ne vous contraint pas à utiliser vos données professionnelles sur votre espace personnel, c'est la sensibilité de chacun de ne pas le faire, de savoir qu'il ne faut pas le faire. Après, bien sûr, on peut forcer les gens, mais voilà, si on éduque les gens vers cet axe de la sécurité, ça permettra d'éviter certains risques. Voilà. Donc c'est l'affaire de tous, c'est ce qu'on est en train de se dire, tout collaborateur est impliqué et partie prenante. Non, pas de souci. Et le dernier de tête, voilà. Les règles de sécurité sont les mêmes dans le milieu professionnel et le monde personnel. Et donc moi j'invite toujours tout le monde à préserver également ses données personnelles, bien évidemment. Et on voit par débordement de plus en plus, finalement on retrouve parfois des mots de passe personnels qui sont utilisés dans le monde professionnel. Donc les attaques qui arrivent de plus en plus, il y a de l'ingénierie qui se fait dessus. Pour récupérer votre mot de passe Facebook, et on se rend compte que vous utilisez le même pour vous connecter à votre entreprise. Il y a ça, et puis si aujourd'hui le 2FA, vous pouvez l'utiliser sur votre compte Facebook, Amazon, Google, Apple, machin, etc. Si vous l'utilisez à titre perso, c'est aussi simple de l'utiliser à titre professionnel. Voilà. Les 10 points à retenir, du coup, exactement, c'était le cadre du sondage que vous avez fait juste avant, sur toutes les bonnes pratiques. Choisir des mots de passe adaptés, on vient d'en parler, les modifier périodiquement. Dans l'entreprise, vous avez peut-être un administrateur qui vous force à le faire. S'il ne vous force pas à le faire, demandez-lui de vous forcer à le faire. Et puis un gestionnaire de mots de passe, parce qu'encore souvent on entend que le mot de passe qu'on utilise effectivement sur un service web, on l'utilise sur un autre et encore sur un autre. Et que comme les services web se font pirater, que des fois vous n'êtes pas au courant, votre login et votre mot de passe ils se retrouvent sur le dark web, ils sont utilisables. Sans que vous le sachiez, avec ce binôme login mot de passe que vous n'avez pas modifié. Donc la bonne pratique, c'est un gestionnaire de mot de passe, beaucoup de caractères que vous enregistrez dans votre gestionnaire de mot de passe, et puis quand vous allez sur le site internet de votre choix, vous n'avez même pas besoin de connaître le mot de passe, puisque votre gestionnaire de mot de passe va le faire à votre place. Et puis comme on a un gestionnaire de mot de passe avec des données importantes dedans, mais il faut le sécuriser aussi. Donc on va déjà pas le garder que sur un poste, on va le synchroniser, puis on va lui mettre de la double authentification dessus pour que les accès soient aussi simples. Qui fait le lien avec celui du dessous, la double authentification. Pour accéder au service, c'est pareil, la double authentification, il y a les processus pour contourner, mais déjà si vous en avez mis et que vous êtes à l'aise avec ça, vous avez déjà bloqué un certain nombre de... vous allez réduire votre risque juste par le fait que vous mettez de la double authentification. Il faut éviter de la mettre dans son gestionnaire de mot de passe, parce que ça c'est possible, mais je trouve pas ça très sécure. Sauf si ton gestionnaire de mot de passe il a une double authentification pour entrer. Oui, mais
ici, tu vois, c'est ceux qui sont réglés. Oui, c'est ceux qui sont réglés. Il y a des gens qui peuvent le faire, c'est-à-dire mettre la double tente dans un gestionnaire de mot de passe. Juste pour la petite anecdote, mon gestionnaire de mot de passe avec la double authentification sur mon smartphone, c'est ce qui me demande le plus d'authentification. Ouais. Parce que chaque fois que je vais sur un service web ou dans une application et je n'ai pas l'identifiant, il faut que je me réauthentifie sur mon gestionnaire de mot de passe. Mais à un moment donné, c'est le jeu aussi. Hein. Ouais. C'est un coffre-fort quelque part. C'est pas illogique. Protéger son poste de travail, être prudent avec son smartphone. Dans la protection du poste de travail, on va pouvoir aussi y mettre des antivirus, qui aujourd'hui sont quand même des antivirus avec des, on va dire de base, avec des algorithmes un peu intelligents, et puis quand on monte avec des choses comme EDR, Endpoint Detection and Response, qui vont avoir des algorithmes qui vont être nourris à qu'est-ce qui se passe sur le poste. Que dans votre quotidien, il y a beaucoup de choses qui se passent sur votre poste, même quand vous n'êtes pas en train de travailler dessus, et qui vont être capables de concaténer les événements qui se passent pour dire là, il y a quand même quelque chose du bizarre, il faudrait se pencher sur le sujet. Et puis vous allez avoir de l'EDR étendu qui vont être capables de regarder des choses étranges qui se passent sur votre poste, et si en même temps ça se passe de manière aussi étrange sur un autre poste ou sur un autre périphérique que les autres, on dira là, il y a quand même quelque chose de vraiment très bizarre qui se passe. D'accord? Et ça, c'est aussi des outils qui peuvent vous permettre de mieux sécuriser. Et le marché, ça y est, les offres sont matures, le marché est mature et ça redescend dans les tailles de clients. Vérifier les systèmes et logiciels et les mettre à jour. Vous mettez à jour votre smartphone et les patchs de sécurité descendent assez naturellement. C'est sûr que si vous avez encore des Windows 7 ou des Windows XP chez vous, à un moment donné, vous êtes sorti du cadre d'utilisation de l'éditeur ou du constructeur. Donc si l'éditeur ou le constructeur il dit qu'il faut arrêter d'utiliser ces versions-là, juste arrêtez de les utiliser. Vous venez pas vous plaindre, à un moment donné, c'est très... Et si vous êtes obligé de les utiliser pour des raisons applicatives, on peut aussi les resegmenter, les rebudifier, et resécuriser les accès à ces applications qui ont peut-être besoin de continuer à exister dans votre environnement. Ou alors si vous refusez le risque, stop l'application, il y en a qui font aussi. Après les attaques. Documenter en dehors du réseau de production, si vous faites attaquer et que vos documentations elles sont sur votre réseau, c'est vachement plus difficile à reconstruire. Il ne faut pas non plus qu'elle soit que chez le prestataire, parce que s'il se fait attaquer, vous ne pouvez pas reconstruire. Donc il y a des solutions qui existent par rapport à ça. Protéger ces données, y compris en déplacement. Voilà. Quand on est à l'extérieur de l'entreprise, on est dans des environnements qui sont moins sécures que sur votre réseau de production. On parlait des Wi-Fi publics. Est-ce que votre entreprise vous autorise le fait de vous connecter à un Wi-Fi public ou pas? Dans les chartes informatiques, ça peut être un sujet. Le niveau de maturité des sous-traitants, on en a parlé tout à l'heure. Voilà. La chaîne d'attaque, elle n'est pas forcément que par vos utilisateurs, ça peut aussi venir d'autre part. Une maîtrise raisonnable des activités dans le cloud. Tu veux dire une chose là-dessus? Oui, alors aujourd'hui, on a un move to cloud très important. Tout le monde met ses informations dans le cloud. Néanmoins, il faut avoir conscience qu'on doit rester maître sur les informations qu'on place dans le cloud, et y compris la sécurité qu'on met en œuvre. Comme le disait, comme tu disais tout à l'heure sur les MSP, il faut bien définir le domaine de responsabilité lorsque vous faisiez appel à un prestataire de services numériques, et notamment dans le cloud. Globalement dans le cloud, les prestataires vont avoir la responsabilité de vous fournir une infrastructure qui va héberger vos données et de vous donner l'accès. Néanmoins, ils ne sont pas en charge de sécuriser toutes les informations qui s'y contiennent, de les maintenir à jour, de mettre en place les barrières de sécurité associées, de gérer les accès dans ce cloud. Ça reste à votre responsabilité. Et même d'ailleurs de sauvegarder les données. Même de sauvegarder Amazon, les grands hyperscalers, Amazon, Microsoft, GCP, Google, en fait, ne garantissent pas de sauvegarde des données. La sauvegarde, elle reste à votre charge. Donc c'est vrai qu'on a tendance à se dire, bon allez, on met tout dans le cloud et c'est OK. On se frotte les mains et c'est OK. Et c'est absolument pas l'approche à adopter. Et bien au contraire, ça peut induire de nouveaux risques. Et dernier point, qui est donc sensibiliser et former les utilisateurs, on en a parlé tout à l'heure. Raphaël, tu demandais comment on fait. Et là, pour le coup, je vais faire un peu de publicité. Sur Envolis, en fait, on distribue une solution qui va permettre de former et de sensibiliser les utilisateurs et de piloter leur maturité cyber dans le temps. Et
c'est un vrai sujet. D'ailleurs, on a ce matin. Oui, pendant la réunion. Pendant la réunion. Voilà, sur ce sujet-là, parce que c'est assez nouveau, et parce que il y a des entreprises qui sont prêtes à faire beaucoup de choses et qui ont déjà sensibilisé leurs utilisateurs en faisant venir des consultants, en formant leurs utilisateurs. Mais on se rend compte que dans le temps, c'est complexe. Le turnover, les nouvelles entrées, les gens, ils n'ont pas eu ces sensibilisations. Et c'est un vrai sujet. Donc comment on fait pour le piloter dans le temps? En fait, on a des services, en tout cas, on a un service aujourd'hui qu'on distribue qui est plutôt sympa, mature, qui permet de monter un écran, qui va être constitué de beaucoup de petites vidéos sur des sujets, on parlait que ce soit la sécurité physique, le Wi-Fi, les clés USB, etc., qui vont former les utilisateurs pour leur permettre vraiment de monter d'un cran, avec des questions et qui puissent être pilotables par un dirigeant ou par un responsable informatique pour dire quelle est la maturité réelle des utilisateurs. Et ça, chaque fois qu'on en parle aujourd'hui, les gens nous disent « Ah oui, là il nous manque quelque chose ». C'est vrai que ce service-là, on a décidé de le proposer parce que je suis arrivé récemment chez Orange et j'ai fait un constat, et étant extérieur, on a des technologies de pare-feu, d'antivirus, d'EDR, plein de termes techniques, et finalement j'entendais souvent que le risque principal, ça restait ce qu'il y a entre la chaise et le clavier. Et pour ça, jusqu'à présent, nous et d'ailleurs nos confrères proposent assez peu de solutions. Et on a mis ce service en place pour traiter ce risque qui est majeur, mais qui jusqu'à aujourd'hui était peu adressé, en tout cas chez nous. Voilà, on a testé. Le premier feedback que je peux vous faire, c'est que en n'étant pas très loin, en étant en déplacement à l'étranger il n'y a pas longtemps, j'ai demandé à quelqu'un de passer une commande chez nous par la messagerie Teams, et j'ai eu le plaisir d'avoir un retour qui était est-ce que c'est vraiment toi? Et donc j'ai répondu voilà, tu fasses la commande, mais vraiment pour utiliser mon autorité pour imposer la décision. Et j'ai eu la chance d'avoir une autre question qui n'était répondable que par moi, qui m'est arrivée. Donc si je n'avais pas répondu à cette question, il n'y aurait pas eu le passage de la commande. Et c'est aussi parce que, c'est un petit exemple, mais c'est parce que aussi on rentre dans ce phénomène de dire on va former nos utilisateurs. Dans notre outil, il y a aussi du phishing, et on a un peu communiqué dessus parce que notre service commercial s'est fait un peu, je lance la notre service s'est fait un peu avoir parce qu'on a fait un phishing vraiment pour les emmener dans la difficulté voilà, c'était vraiment spécifiquement pour les mettre en difficulté. Et en fait, ça amène quand même un petit aware à on est quand même dans des environnements qui sont pas si safe que ça, donc prenons-en soin. J'ai une amie, je vous le partage en 60 secondes chrono, qui était très fière d'ailleurs en me disant que j'ai de la chance, ma banque est vraiment top. Elle a eu un appel de sa banque et qui lui dit on a vu des deals bizarres sur votre compte ce matin, Apple plusieurs fois, 1500, 800 €. Moi je n'achète rien chez Apple. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de faire opposition. Donc d'abord, la personne au téléphone, elle a essayé d'appeler 2 fois sur le mobile, et c'est mon ami qui l'a rappelé. Et pour vérifier, votre carte, elle finit bien par ces 4 numéros-là, oui, vous êtes bien madame machin, oui. Mais écoutez, vous avez eu des débits sur votre compte ce matin. Très bien, donc là elle dit, putain super, ma banque me rappelle pour me dire que j'ai eu des débits. Écoutez, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va bloquer, on va faire une demande de blocage de ces débits-là. Vous allez recevoir un message sur votre application d'authentification, vous validez et on bloque. Très bien. Donc elle voit l'information double authentification arriver. Sur son application, c'est juste voulez-vous accepter l'action. Donc elle valide. Super. Elle dit à tout le monde c'est génial, ma banque est hyper top. Et donc l'après-midi, elle s'était fait débiter de 300 €. D'accord. Vous avez validé de votre plein gré. C'est votre faute. Et elle était hyper contente de raconter à tout le monde qu'elle avait eu de la chance, que sa banque l'avait appelée. Et donc elle s'est fait débiter de 300 €. Le gars il était derrière, en train d'être prêt à dire ah, j'achète. Apparemment, il faut aussi jusqu'à temps qu'on l'accepte. Donc on rappelle jamais, et d'ailleurs dans la formation cybersécurité, on a encore vu, je crois, c'était avec toi Simon, quand on a, en fait ils le disent, on rappelle jamais, on va sur le site internet, on prend le numéro officiel, on rappelle son numéro officiel. C'est pour l'échec de banque aussi. L'échec de banque. Ils se sont fait avoir sur l'échec de banque, ouais. Parce qu'ils vont rappeler,
les numéros qui étaient sur le chèque de banque et non pas l'organisme associé au chèque de banque, ce qui n'est pas la même chose. Ouais. Donc voilà, enfin tout ça pour vous dire que ça aussi, ça se sensibilise et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Des remarques?